Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Parlons Vrai à 9h30 jusqu'à 10h sur Sud Radio, en parlant de la transition écologique. Parce qu'évidemment, ça suscite beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. On l'a vu avec la colère des agriculteurs. C'est pas lié uniquement à ça, mais ça en fait partie. Et puis, dans beaucoup d'autres secteurs, évidemment, où on a l'impression qu'on a une écologie punitive. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. David Djaïs, qui est essayiste et enseignant à Sciences Po, co-auteur avec Xavier Desjardins de La Révolution obligée. Bonjour. Bonjour. Votre livre vient de sortir. Et puis Cédric Philibert, chercheur associé au Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, auteur d'un livre qui va sortir. Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Est bonne pour le climat. Même s'il y a beaucoup de questions effectivement autour de ça, comme il y a des questions autour des éoliennes, c'était d'ailleurs l'un de vos livres précédents. L'an dernier, oui, absolument. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est toute la question qu'on a en fait aujourd'hui. Bien sûr, parce que on est dans un basculement avec une écologie semble punitive, notamment pour les classes moyennes, les plus modestes. Et les autres peuvent toujours s'en tirer, évidemment, c'est plus facile. Alors les voitures les plus chères, la rénovation énergétique, l'abandon du pétrole, du gaz, les agriculteurs accusés de polluer, de ne pas respecter l'environnement. Comment bien présenter les choses, David Djaïs, pour que ce soit accepter que ça passe quand même, de ce basculement, cette révolution? Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que 80% des Français, des Européens sont convaincus de l'urgence d'agir face au changement climatique. Donc on pourrait dire que la bataille culturelle sur la question climatique, elle est gagnée. Sauf qu'en fait, pas du tout. Parce que la transformation écologique est aujourd'hui associée à des passions négatives. Et à 3 passions négatives, la peur de la fin du monde, on voit combien l'éco-anxiété monte dans la jeunesse, l'ennui, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est ennuyeux ce sujet, la rénovation thermique, il va falloir remplir des formulaires, etc. Et puis la douleur, c'est-à-dire que les classes moyennes ont peur que ça leur coûte un bras. Et les classes moyennes en Europe, elles ont déjà, depuis 40 ans, le sentiment d'avoir perdu au change, notamment avec la mondialisation, avec la désindustrialisation, avec le libre-échange. Et donc, tout le sujet, c'est d'arriver à dessiner un chemin de transformation écologique qui remplace la peur par l'espérance, une société meilleure, donc il faut être capable de dire ce qu'on va gagner, qui remplace l'ennui par la passion, il faut que tout ça soit intéressant collectivement, et qui remplace la douleur par la sécurité matérielle. Et c'est à cette écologie-là que nous avons consacré ce livre. Oui, vous êtes d'accord avec ce constat? Mais je suis tout à fait d'accord avec David, et je dois dire que je suis en train de lire son livre et que c'est un régal. Bon, voilà. Je le montre effectivement. Voilà, il faut le montrer. Oui, bien sûr. Non mais au-delà de ça, donc comment faire pour comprendre et faire passer en fait un peu les choses, quoi. Alors je crois qu'il faut peut-être essayer de rendre les choses le plus supportable possible. C'est-à-dire qu'effectivement tout changement provoque des crispations, des peurs, et dans une société aussi inégale que la nôtre, c'est très difficile. La transformation écologique doit profondément être juste. C'est absolument nécessaire, et toutes les organisations internationales d'ailleurs quand même le disent. La transition doit être juste ou elle n'aura pas lieu. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut, je pense quand même, pas négliger ce que la technique peut nous apporter pour lutter contre le changement climatique. Parce qu'il y a une espèce de discours... on l'oublie un petit peu, quoi, non? Oui, la technologie, quoi. Il y a un discours qui tente à dire c'est la sobriété, Alors la sobriété est utile, et chaque fois qu'on peut en convaincre nos concitoyens de faire quelque chose qui ne soit pas un gaspillage, c'est bien. Mais la sobriété ne va pas nous diviser nos émissions par 10. Or, il faut diviser nos émissions par 10, au moins. Et ça, on va pas le faire en divisant par 10 notre capacité économique, si vous voulez. Donc, il faut compter quand même aussi sur le changement technique. Remplacer les centrales électriques à charbon ou à gaz par les éoliennes, les panneaux solaires, c'est très important. Remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, c'est aussi très important. Mais on ne peut pas compter que là-dessus, d'ailleurs, quoi.
Alors non, mais c'est quand même décisif parce que si vous voulez, une voiture électrique va émettre au moins 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique pour le même service, et elle va rendre en gros le même service. Oui, mais attention, c'est pas zéro carbone. Hein. Dans la production, vous l'avez vu, il faut des milliers de kilomètres avant que qu'on en arrive au même niveau. Alors, non, mais ce sont les conclusions de l'ADEME. Hein, attendez. Aujourd'hui, c'est vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est que les émissions qu'il y a au début dans la production des batteries, on les a pour la première génération de voitures électriques. Pour la seconde, on en aura beaucoup moins parce que le recyclage va consommer beaucoup moins d'énergie que la première extraction minière, si vous voulez. Et à terme, c'est la grosse différence entre l'extraction des combustibles fossiles qui sont ensuite brûlés et perdus pour toujours, sauf pour l'atmosphère et qui créent le réchauffement climatique, et l'extraction des métaux. Les métaux, une fois qu'on les a, on va les utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Sauf qu'il en faut, il en faut énormément. Alors, regardez combien le pourcentage de voitures électriques dans le monde par rapport au pourcentage de voitures thermiques. Oui, on est loin du compte, quoi. Attendez, on démarre, mais il s'en vend une sur 5 était électrique l'an dernier, dans le monde. Donc on y arrive. Oui. Ça va très vite. Le sujet, après, pour l'Europe, par exemple, c'est qu'on ne soit pas simplement des importateurs de voitures américaines ou chinoises. On parle beaucoup de Tesla. C'est très amusant parce que Tesla a été le premier producteur de voitures électriques l'année dernière, mais au dernier trimestre de l'année 2023, c'est la marque chinoise BYD. Oui, et aujourd'hui, qui fait fureur actuellement en Europe. Oui, parce qu'ils sont en train d'inventer des modèles qui sont en dessous de 20 000 euros, alors qu'une voiture électrique neuve, c'est en moyenne 35 ou 40 000 euros, et qu'on a du mal dans les constructeurs européens à faire de l'entrée de gamme. On y arrive. On va y arriver. Les voitures arrivent, les petites voitures à 20 000, 25 000 françaises et européennes arrivent sur le marché cette année, quand même. Mais le sujet majeur, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'incitation sont pas orientés production. C'est-à-dire que le bonus écologique pour acheter une voiture électrique, il permet aujourd'hui d'acheter des voitures étrangères, alors que dans le plan américain qui s'appelle IRA, la subvention qui est donnée aux ménages, c'est pour acheter des voitures américaines. C'est-à-dire qu'il faut que la voiture ait été assemblée aux États-Unis, il faut que la batterie ait une part importante de production locale, et il faut que les métaux qui ont servi à construire la batterie aient été prélevés dans un pays ami des États-Unis. Ça ira peut-être d'ailleurs un petit peu trop loin, mais vous notez dans votre livre que le bonus a été réformé précisément pour encourager les voitures européennes quand même. Ça va dans le bon sens. Voilà, mais ça va dans le bon sens. Il vient d'être décidé il y a quelques semaines. Mais vous posez la question, comment faire pour les classes moyennes? C'est très simple. Aujourd'hui, c'est quoi les grands changements qu'un ménage de la classe moyenne doit faire? Il faut changer la chaudière quand elle est au fioul ou au gaz, au profit d'une pompe à chaleur ou d'un système chauffage électrique ou géothermie parfois. Donc ça coûte quand même des dizaines de milliers d'euros. Et c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que quand on habite une maison qui est pas super bien isolée, on peut avoir des travaux de rénovation qui s'étalent sur 15 ans. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. Bien sûr. C'est un enfer bureaucratique en plus. Changer la voiture thermique au profit d'une voiture électrique, ça coûte quand même. Alors on va avoir les entrées de gamme bientôt, mais ça coûte quand même très cher. À chaque fois, c'est des formulaires, c'est des aides différentes. Tout n'est pas remboursé. Donc, c'est hyper compliqué. Et nous, dans le livre, on propose la création d'un compte transition. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça. C'est quoi ce compte transition? C'est-à-dire que vous devez faire votre transition écologique d'ici 15 ans. Avec la maison, la voiture. Oui. C'est important de préciser quand même. On ne demande pas aux gens de jeter tout de suite une voiture neuve pour une voiture électrique ou une chaudière récente pour une pompe à chaleur. C'est à faire au moment du renouvellement naturel de ces équipements. Il faut quand même préciser ça, je pense, sinon on va mettre tout le monde dans la rue. Bien sûr, c'est l'embrasement, c'est le risque, c'est perçu comme ça aussi. Il y a des dates limites qui ont été fixées, c'est-à-dire que 2035, on peut plus vendre de voitures thermiques neuves en Europe. On va peut-être y revenir. Vous avez vu le calendrier. Tout le propos de notre livre, c'est ça, c'est de dire en fait, on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on fixe des dates, des deadlines. On dit les passoires électriques G, F, E, 2025, 2028, 2034, les voitures thermiques de 2035. Je comprends l'intérêt de fixer des dates comme ça, mais nous on dit il faut un peu changer la méthode parce qu'on fixe des dates, ensuite on s'en préoccupe pas trop, puis quand ça entre dans la réalité, évidemment les gens sont pas préparés, donc ils se révoltent, et donc on revient, on recule, on reporte, on abandonne parfois. Alors qu'est-ce que vous proposez dans nous, ces justement, conditions? on dit il faut un peu plus de souplesse, c'est-à-dire que au lieu de dire c'est 2035 pour les bagnoles, c'est 2028 pour les logements, etc., on dit chaque
famille française doit faire sa transition écologique d'ici 2040. Ouais. Et ensuite, on organise les choses en fonction de sa situation. C'est-à-dire que si on habite, par exemple, dans le bocage normand, on a besoin de prendre sa voiture tous les jours pour aller travailler. Il faut faire 25-30 km tous les jours. On va pas dire à ces gens-là, faites du vélo. Donc eux, la priorité, c'est de les aider à acquérir un véhicule électrique. A fortiori, s'ils habitent une maison qui est déjà bien isolée. Ouais, il y avait l'hybride jusqu'à présent qui pouvait fonctionner aussi, oui, quoi, qui mais permettait. si j'habite dans une ville, par exemple Saint-Denis, j'ai pas de voiture. En revanche, j'habite dans une passoire thermique. Évidemment, la priorité, et a fortiori si j'ai une chaudière au fioul, la priorité des priorités, ça va être le changement du système de chauffage. Ce que je veux dire, c'est que le compte transition, c'est une solution de souplesse. C'est-à-dire qu'on a tout qui est visible sur une seule application ou sur un seul espace, comme le compte de formation, là, le fameux compte personnel de formation. Et on peut organiser, en quelque sorte, soi-même, en fonction de ses contraintes et de ses priorités, son parcours. D'autant que là où il faut peut-être aller, alors je ne sais pas si c'est en douceur, peut-être, David, c'est ce que vous voulez dire, hein, David Jaiz, en douceur, cette transition, c'est que les technologies changent et évoluent, et bien souvent, quelque chose qui ne marchait pas à un moment donné va pouvoir marcher, ou au contraire, on est sur une fausse piste. Par exemple, là, on sait qu'on peut récupérer le CO2, en fait, hein, dans l'atmosphère. Ça coûte cher? Ben non, attendez, Cédric Philibert, vous faites la tête, mais à un moment donné, sur toute évolution technologique, bien sûr, on se pose des questions. Alors, non ? Oui, mais je pense qu'il faut quand même bien distinguer les technologies qui servent à réduire les émissions et celles qui pourraient éventuellement, dans un futur, recycler, qu'on ne sait pas, permettre de récupérer le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, parce que malgré tous nos efforts, il n'est qu'à 400 ppm, 400 parties par million dans l'air. C'est quand même une teneur faible, ça nous provoque le changement climatique, mais c'est faible, et donc il faut énormément d'énergie pour le récupérer. Donc franchement, moi je crains qu'aujourd'hui ce type de promesse soit plutôt utilisé par les gens du pétrole et du gaz et du charbon pour continuer, pour dire vous inquiétez pas, on aura ça plus tard, on pourra récupérer ce carbone, donc on peut continuer à émettre. Donc je mets vraiment pas sur le même plan les solutions technologiques assez hypothétiques, assez lointaines et qui servent à justifier qu'on continue à émettre du CO2. On dit que ça marche, mais ça coûte très très cher. Voilà, et les solutions. Ça fait 15 ans qu'on discute avec les gens du nucléaire qui savent le faire. Ils vous disent qu'ils ont les techniques, mais en revanche, ça coûte cher, quoi. Et les solutions techniques qui sont à portée de la main, qui permettent de réduire les émissions tout de suite. Et de ce point de vue, je voudrais dire le compte transition écologique, c'est une bonne chose, mais je mettrai pas l'interdiction de la voiture thermique neuve en 2035 sur le même plan que les interdictions, par exemple, de louer un logement qui n'est pas rénové tout de suite. Parce que ça porte directement sur les gens, sur les locataires, sur les propriétaires. Donc je reconnais que c'est compliqué à mettre en œuvre et que ça apparaît tout à coup comme un oukase. Et puis quand vous voyez les calculs, ce qui est fait sur les voitures électriques, c'est quand même différent. C'est-à-dire l'interdiction du moteur thermique, c'est quand même aussi ça qui pousse les constructeurs, qui leur fait comprendre que c'est. Mais les normes peuvent pousser à l'innovation. Donc je ne le mets pas sur le même plan. Non, je suis d'accord. Simplement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a parfois un défaut de méthode. On l'a vu aussi avec les agriculteurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une équation économique qui n'a pas bougé pour les agriculteurs. Les charges augmentent. C'est des entrepreneurs, les agriculteurs. Oui. Ils ont des prix de l'énergie qui augmentent, les engrais augmentent, l'alimentation animale augmente. Les recettes, elles bougent pas parce que les lois Egalim sont pas appliquées, etc. Et dans le même temps, on met en place des normes écologiques qui se justifient, les jachères, la biodiversité, etc. Mais plutôt que de concevoir ça comme des normes, il faut essayer de l'intégrer à une équation économique gagnant-gagnant. J'ai un exemple très simple. Aujourd'hui, un agriculteur, quand il entretient des haies, quand il restaure des zones humides, quand il met des lacs, etc., eh ben, il n'est pas rémunéré pour ça. Alors qu'il rend des services environnementaux. Donc demain, il faudrait un agriculteur qui stocke du carbone parce qu'il entretient bien ses sols et que ses sols sont riches et fertiles, eh ben, il pourrait être rémunéré dans le cadre de marché carbone. Allez, on poursuit la discussion et j'aimerais bien vous entendre à ce qui vient d'être dit, et puis vous avez peut-être des questions justement sur cette transition écologique. Transition écologique sans mettre le feu, sans embrasement, parce que c'est un peu ce qui se produit dans certains secteurs avec beaucoup d'inquiétude et de peur évidemment. 0826 300 300, vous nous appelez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Et 10h moins le quart, 9h47 plus précisément sur Sud Radio. Vous pouvez appeler 0826 300 300 et réagir. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le basculement, actuellement, là, autour de la transition énergétique,
d'une façon générale, on va beaucoup trop vers l'écologie punitive pour les classes moyennes notamment, et qu'il faudrait une transition peut-être plus longue. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien vous entendre, alors que nous avons deux spécialistes en studio avec nous. David Djaïs, qui a écrit La Révolution obligée, réussir la transition écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Alors ça, c'est important, nous allons y revenir dans un instant. Et puis Cédric Philibert également, qui vient d'écrire un livre qui va sortir dans quelques temps, Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. On y reviendra. Ça, c'est important, David Djaïs, sans dépendre de la Chine et des États-Unis. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment sur la partie des voitures électriques, parce que c'est vrai que on a l'impression que, pour l'instant, nous, on a été un petit peu débordés en Europe, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que l'Europe, c'est sans doute le continent qui a fait le plus d'efforts ces 30 dernières années. On voit que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 27% à peu près depuis 1990. Soit dit en passant, si on veut atteindre les objectifs qui sont prévus dans le pacte européen, il faut baisser d'autant en 7 ans que ce qu'on a fait en 30 ans. Donc ça donne une idée de la marche à gravir. Sauf que c'est un peu comme dans Le Médecin de Molière, il s'agirait de pas mourir guéri. Il s'agirait de guérir et de vivre. Et là où les États-Unis et la Chine sont moins ambitieux sur leurs objectifs climatiques, mais ont compris quelque chose, c'est qu'ils arrivent à intégrer l'écologie, à l'encastrer dans une politique industrielle et même, s'agissant de la Chine, dans un projet nationaliste. Ça, c'est intéressant parce que ils ont lié la question de la production et la question de l'écologie. Donc les Chinois, aujourd'hui, leur stratégie, c'est la même chose que dans les années 90, au moment de l'ouverture commerciale, c'est de devenir l'atelier écologique du monde. Dans les années 90, ils fabriquaient des frigidaires et des téléviseurs pour le monde entier. Maintenant, ils se disent, on va fabriquer des batteries électriques. Enfin, c'est pas qu'ils se disent, c'est qu'ils le font. Les panneaux photovoltaïques sont venus beaucoup de là-bas. Alors, tout ne vient pas de là-bas. Par exemple, l'industrie des éoliennes est meilleure en fait en Europe qu'en Chine. Mais les panneaux photovoltaïques, les batteries électriques, il y a de l'innovation technologique. C'est-à-dire que les Chinois, la densité massique, par exemple, des batteries électriques, s'est considérablement améliorée ces dernières années. Donc, et l'électricité décarbonée, ils produisent 1/3 de l'électricité décarbonée du monde. Ils sont que 1/7 de la population mondiale. Donc, ça veut dire qu'ils ont une capacité de production énergétique et industrielle qui est incroyable. Et on dit toujours, ce qui rend optimiste sur la transition, c'est que le coût des renouvelables, le coût d'acquisition baisse. Il s'est effondré. Et s'est effondré, mais il s'est effondré en grande partie grâce à l'effort industriel chinois. Donc, il contribue assez largement. Moi, je veux pas faire du China washing au sens où je trouve ce régime horrible. Comprenons-nous. Ce que je dis, c'est juste qu'il faut que l'Europe arrête d'être naïve et qu'il faut lier. Et vous voyez, là, ce qu'a fait Biden avec son plan industriel, c'était assez malin parce que l'idée, c'était de dire, OK, pour décarboner, il faut décarboner. C'est une priorité absolue, c'est une question de survie. Notre électricité, notre production industrielle. Mais essayons de le faire en créant des emplois sur le sol américain, en retricotant un peu dans les zones qui ont été désindustrialisées, un peu rouillé là à Chicago. C'est de la protection. C'est de la protection. C'est de l'écologie productive. Oui, Cédric Philibert. Oui, je crois que l'Europe est en train de se rendre compte qu'elle doit emprunter un peu le même chemin. On verra s'il y a peut-être des excès dans la protection aux États-Unis, parce que pour les matériaux des batteries, ça va être un peu difficile. Si on fait trop de protection, ça peut être contre-productif. Si on dit tous les panneaux solaires en France doivent être français ou européens, aujourd'hui on n'a pas les capacités de production qui nous permettent de nous équiper. On est obligé d'en importer d'Asie. D'ailleurs, c'est pas seulement la Chine, c'est aussi d'autres pays en Asie. On est obligé d'en importer. Et si on fait une protection trop forte, on va ralentir la transition. Donc, il faut trouver le bon équilibre, ce qui est pas toujours évident. Mais sur les batteries, par exemple, il y a énormément de projets de batteries en France et en Europe qui sont en train d'usines de batteries qui sont en train de se monter, notamment du côté de Dunkerque. Je suis convaincu que les voitures françaises vont rouler avec des batteries. Alors, les matériaux viendront d'un peu partout dans le monde, mais elles seront fabriquées ici quand même. Ce que vous avez dit tout à l'heure, et je sais que ça peut faire réagir en disant, parce que c'est vrai que pour le lithium, pour l'ensemble de la conception d'une batterie, on va chercher des matériaux rares, quoi. Et on dit qu'on pollue en fait beaucoup pour construire en fait tout ça. Et puis que le recyclage n'est pas encore complètement assuré, quoi. Non, mais alors le recyclage, les premières usines sont en train de se monter, mais pour l'instant il n'y a rien à recycler. Donc si vous voulez, la filière de recyclage ne peut pas. Si, ça a commencé. Il y a déjà. Oui, mais je sais qu'au Havre on a monté mais c'est très peu pour l'instant. Non, mais bien sûr. Il y a très peu de voitures électriques. Il y a du lithium en France, par exemple. Il y en a dans l'Allier, il y en a en Bretagne. Par contre, c'est ouvrir des mines, ça veut dire qu'il faut une politique minière. Et ça consomme quand même beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'énergie fossile,
Le pétrole, le gaz et le charbon, mais surtout le pétrole et le gaz. On la prélève dans des contrées lointaines. On l'achemine dans des pipelines ou dans des supertankers. Qu'est-ce qu'on a en France sur le pétrole? On a un peu de raffinage et de la distribution. On ne voit pas le coût de nos modes de vie. L'intérêt d'avoir des mines de lithium en France, c'est que même si ça consomme beaucoup d'eau et d'énergie, c'est quand même préférable d'avoir des voitures électriques pour le climat à des voitures thermiques. Et surtout, ça remet sous les yeux des Français le coût écologique de nos modes de vie. Mais je voudrais quand même relativiser ce coût écologique, parce qu'on parle des métaux, mais le charbon, c'est 8 milliards de tonnes par an, et pour ça, on déplace 50 milliards de tonnes de roches par an. Et ensuite, c'est perdu, c'est brûlé. Les métaux, c'est beaucoup moins. Le plus important, en réalité, c'est pas du tout le lithium. Ce lithium, il y en a partout, et il en faut assez peu, parce que c'est très léger. Voilà. C'est plutôt le cuivre. Le vrai métal de la transition énergétique, c'est le cuivre, parce qu'il est dans les réseaux, il est dans les pompes à chaleur, il est dans les moteurs électriques, il est dans les éoliennes, il est un peu partout. Et on a déjà une consommation mondiale qui est de l'ordre de 25 millions de tonnes, donc c'est nettement plus important. La transition va rajouter quelques millions de tonnes à ce besoin, mais on a du cuivre dans le monde, et les réserves augmentent au fur et à mesure qu'on les exploite. Pourquoi? Parce qu'on apprend à les exploiter avec moins d'énergie en réalité, et du coup on va chercher du cuivre dans des gisements dont les teneurs en cuivre sont plus faibles, et ce qui fait qu'il y en a beaucoup plus de disponibles. Et donc il y a pas de crainte d'épuisement. Il y a une crainte sur le fait de réussir assez vite à extraire les métaux dont on a besoin, mais il n'y a pas de crainte sur un épuisement absolu. Et il y a aussi un problème de géopolitique, parce qu'effectivement les Chinois, ce qu'ils extraient chez eux et surtout ce qu'ils contrôlent en Indonésie ou au Congo, c'est relativement important. Mais les choses évoluent très vite, vous savez. Les batteries, on parle beaucoup du nickel et du cobalt qui ont des dégâts sociaux ou écologiques en Indonésie ou au Congo. En réalité, 40% des batteries de voitures électriques vendues l'an dernier étaient avec du lithium, du fer et du phosphate, qui sont extrêmement beaucoup plus répandus et qui ne posent pas ces problèmes-là. Et ça arrive à toute vitesse. Les choses changent à toute vitesse. Quand on parlait justement de cette transition qui arrive vite, mais qui risque aussi de faire quelques accidents, quoi, forcément, hein, parce que les gens ne peuvent pas y passer aussi vite. Est-ce que sur la voiture électrique, mais comme sur d'autres secteurs, on ne peut pas passer par une phase plus grande de transition, par exemple l'hybride? Non, mais il faut pas la ralentir. Il faut pas la ralentir. En attendant, nos voitures, en fait, ici que l'on vend, elles vont sur tous les continents dans le monde, hein, les voitures anciennes. Oui, mais c'est très minoritaire. Attendez. Non, mais c'est très minoritaire. Les chiffres sont minoritaires. Si, c'est les chiffres. Mais oui. En moyenne, les voitures européennes à 19 ans d'âge, elles vont à la casse, elles sont recyclées. En moyenne. Voilà. Alors il y en a quelques-unes qui vont effectivement. Je dirais que le sujet, c'est pas tellement de ralentir, c'est de faire autrement. Oui, c'est faire ça. autrement. Non, mais c'est ça. C'est de faire autrement pour faire passer en fait les choses. Pardon pour le terme un peu techno, c'est qu'il faut solvabiliser les ménages. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, débourser 45 000 euros, ça fait mal, quoi, pour acheter une voiture électrique. Par contre, le leasing social, c'est pas mal. Vous avez vu, il y a eu un gros succès. Mais bon, finalement, on l'a arrêté assez vite parce que. Mais nous, ce qu'on propose dans le compte transition, c'est un peu de cet ordre-là. Sauf qu'en fait, nous, on lit la question du logement et la question du véhicule, parce que c'est vraiment sur les citoyens. Parce qu'en gros, la transition, c'est quoi? C'est d'un côté l'énergie et l'industrie. Ça, c'est un problème d'offre. Donc ça regarde pas trop les citoyens, c'est des systèmes. Oui, c'est un problème d'entreprise. Voilà, c'est un problème d'entreprise, d'offre, d'appareils de production. Qui est capital. Capital. Et puis du côté des citoyens, la clé c'est quoi? C'est surtout la bagnole, le logement, et un peu le régime alimentaire quand même. Et manger un peu moins de viande. Et pour une partie de la population, c'est trop d'avions aussi. Oui. Trop d'avions. Mais ça concerne une partie. Oui, mais ça fait beaucoup d'émissions relativement. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est la voiture et c'est le logement. Les deux points. Grand public, en tout cas. Voilà, et donc il faut aborder les choses de manière plus pragmatique en se disant, l'énergie, de toute façon, il faut décarboner la production d'électricité. L'industrie, alors c'est le plus compliqué l'industrie, je pense, parce que les processus, la production de l'aluminium, du carton, du papier, du ciment, des choses qui sont nécessaires à notre civilisation industrielle, aujourd'hui, c'est très carboné, on arrive à partir du moment où on produit, évidemment, on peut dégrader. Non, mais c'est là qu'on ne sait pas encore complètement tout faire à bas coût. Presque tout. On est en train d'y arriver. Il y a quand même des efforts qui sont faits depuis des années, y compris en Chine d'ailleurs, pour décarboner l'industrie. Ça va assez vite en fait. Oui, non, mais moi je suis pas un pessimiste, mais juste il faut regarder les choses en face. Il y a quelques procédés qui restent très compliqués. Et ensuite côté ménage, c'est la voiture effectivement. Donc là le sujet c'est d'arriver à produire des voitures électriques en quantité suffisante et que les ménages les achètent, les adoptent. Et puis, et ça c'est un autre grand défi, c'est la rénovation thermique, parce que là pour le coup,
Moi, je crois que si c'est juste rénover le logement et qu'ensuite les gens augmentent le thermostat et que ça parte dans des effets rebonds, c'est pas bon. Ouais. Donc, il faut trouver le bon moyen à la fois d'améliorer la performance énergétique du logement, mais surtout pour ceux qui ont des chaudières, c'est le système de chauffage. Absolument. Ouais. C'est même, je dirais, plus le système de chauffage qu'il faut décarboner que l'amélioration de la performance énergétique en réalité, qui est importante d'abord pour le confort et pour le portefeuille des gens qui sont dans des passoires thermiques. Ça, je suis d'accord que c'est important. Mais au-delà, il y a des efforts d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments qui peuvent finir par être très chers, alors qu'on pourrait plutôt décarboner avec la pompe à chaleur électrique, décarboner l'utilisation d'un chauffage. Bon, il y a encore beaucoup de questions évidemment qui se posent et la technologie, on l'a dit en fait au début aussi, qui sera évidemment sans doute très utile pour gagner en efficacité, parce que y compris sur les pompes à chaleur, on n'est pas encore complètement au point pour certains systèmes, mais ça avance quoi. Merci David Jaïs et Cédric Philibert. David Jaïs, je rappelle votre livre, donc La Révolution obligée, qui vient de sortir, et Cédric Philibert, pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Et les éoliennes, pourquoi tant de haine, encore en librairie. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.